Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission du Monde en face. Aujourd'hui, en France, selon les chiffres officiels du ministère de la Justice, 21 000 personnes emprisonnées sont dans l'attente de leur jugement. C'est un détenu sur 3. Parmi eux, il y a des innocents que la justice finira par reconnaître, mais à quel prix? Et parfois après de longs mois, voire des années. Ce soir, vous allez entendre le témoignage de 4 anciens prisonniers qui ont subi l'injustice de la justice. Ils prennent la parole pour raconter l'effroyable sentiment qu'ils ont ressenti d'être broyés par l'institution, le traumatisme de la prison et les traces indélébiles qu'ils en ont conservées, ainsi que leur famille. Voici tout de suite les témoignages édifiants d'Éric, Alain, Christian et Malek dans le documentaire En prison pour rien réalisé par Florence Kieffer. Je vous retrouve juste après avec mes invités, d'autres témoignages de victimes et de professionnels de la justice pour tenter de comprendre comment ces drames auraient pu être évités et comment on les répare. À tout à l'heure. J'étais là-bas dans cette cellule, tout en haut à droite, au coin. Quand je montais sur le lit superposé qui me permettait d'accéder à la fenêtre et que je me collais au barreau, j'apercevais le petit espace vert dans lequel on est actuellement. Et mon rêve, c'était de me retrouver dans cet espace vert à pouvoir regarder la prison de ce côté-là du mur. On ne peut pas imaginer ce que c'est la détention parce que c'est pas seulement les 4 murs, c'est les 4 murs que ça nous met dans la tête. J'ai eu un moment de crise, même d'angoisse. Je me retournais dans la cellule, j'étouffais. J'ai l'impression d'une espèce de dragon à l'intérieur, en mouvement qu'on ne peut plus contrôler. On se dit, mais tous les matins, mais je devrais pas être là. Non seulement je devrais pas être là, mais en plus, je ne sais pas pour combien de temps je vais être là. Et est-ce qu'à un moment donné, on va me donner raison à me dire, oui, on est désolé, vous deviez pas être là. Donc, on se dit, cette injustice, si ça se trouve, elle va perdurer, et elle va pas s'arrêter. Et c'est ça qui rend terrible la présence en détention. C'est que ce cauchemar-là, on n'avait pas à le vivre. Il n'y avait pas de raison qu'on le vive. Et on ne comprend pas pourquoi on est en train de le vivre. Car les emprisonnements abusifs ne concernent pas que des affaires célèbres, comme celle de Patrick Dils ou des accusés d'Outreau, victimes de grandes erreurs judiciaires. De nombreux anonymes, dont le calvaire n'est pas médiatisé, connaissent eux aussi l'injustice de la justice. En novembre 2016, Éric Péclé, professeur des écoles, marié et père de 4 enfants, a été mis en examen et écroué pour le viol d'une fillette de sa classe. Il a toujours nié les faits. Quelques mois après son incarcération, des expertises génétiques ont d'ailleurs révélé l'ADN d'un autre homme, un proche de l'enfant. Éric a aussitôt été libéré et placé sous contrôle judiciaire, mais il reste mis en examen. Depuis sa libération en mars 2017, c'est la première fois qu'Éric revient près de la maison d'arrêt. Voilà un peu les plans d'une cellule. J'avais fait des petits croquis sur mesure avec mon petit double décimètre. Alors dans cette cellule, on a le lit superposé,
On a une petite table, un lavabo, un petit frigo, une télé, des petites armoires pour mettre quand même les affaires qu'on va réussir à récupérer, et puis un toilette. Alors le 19 novembre, quand j'arrive ici, tous les repères ont disparu. On est complètement paumé. Il y a cette phrase qui reste en permanence du « vous encourez 20 ans de réclusion » pour le viol d'une petite de 4 ans. Donc, au moment où je rentre là, les idées sont très noires. Je ne sais pas trop comment je vais pouvoir tenir. On se retrouve dans une situation où on ne sait pas comment on va couper la machine, comment on va couper le mental. À un moment où on sent qu'on peut devenir fou. On est juste dans un cauchemar éveillé nuit et jour. Pour Éric, le cauchemar a commencé le lundi 14 novembre 2016, dans cette école maternelle de Genlis, près de Dijon. Ce jour-là, il commence un remplacement de 2 semaines. La directrice est en formation. Alors quand j'arrive le matin, j'ai la surprise de trouver une collègue sur place, qui elle aussi est surprise de me voir. Comme on ne se retrouve jamais 2 enseignants sur un même poste, on appelle l'inspection pour dire « rappelez-nous ». Et on n'a pas été rappelé. Et donc on s'accompagne toute la journée comme ça, et ça me permet de prendre mes marques. C'est plutôt un début de remplacement qui démarre bien. Deux jours plus tard, Éric reçoit pourtant un drôle d'appel. Le mercredi soir, je vais avoir un coup de fil de mon inspecteur d'éducation. Donc je suis assez surpris et lui va simplement me demander si j'ai pas noté des choses un petit peu inhabituelles qui se seraient passées dans cette classe. Je lui dis que non. Finalement, le jeudi matin, l'inspecteur le rappelle et lui explique qu'une fillette, scolarisée à la maternelle, a été victime d'un viol qui se serait déroulé le jour de son arrivée et dans l'enceinte de l'école. Donc il va me dire, voilà, il y a le lundi soir une tache de sang qui a été retrouvée dans la culotte d'une élève. Et le mercredi, elle aurait parlé à sa maman du monsieur dans les toilettes. Alors là, je commence à prendre un peu plus la mesure de la chose. Donc j'explique que j'ai toujours été accompagné et que donc de ce côté-là, il n'y aura pas de souci. Mon inspecteur me contacte en début d'après-midi, me dit qu'une plainte a bien été déposée à mon encontre. Donc là, vraiment, ça y est, ça commence à devenir très, très lourd. Éric est aussitôt convoqué dans les bureaux de l'Éducation nationale et suspendu de ses fonctions. Ce qu'il ignore alors, c'est que la maman de la victime, sous-officier de gendarmerie, a porté plainte contre l'instituteur, le seul homme présent ce jour-là dans l'école. La machine judiciaire s'emballe. Sur le parking, 2 gendarmes en civil l'attendent. Je vais dans le véhicule, les portes se ferment et là on me notifie que je suis en garde à vue pour le viol de mineurs de moins de 15 ans avec personne ayant autorité. Et là, je suis abasourdi. Éric est placé en garde à vue afin d'être interrogé, sans pouvoir prévenir sa femme, Zakia, qui n'imagine pas un instant le drame qui est en train de se jouer. J'appelle sur son portable, pas de réponse. En fait, vers 19h, la gendarmerie m'appelle. Il me dit, voilà, c'est la gendarmerie de Quetigny. Je vous informe que votre mari est en garde à vue. Et là, c'est l'effroi. Je me dis, c'est quoi cette histoire? Et donc, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux avoir mon mari? Il me dit, non, madame, vous ne pouvez pas lui parler, je ne peux rien vous dire. Et je reste sans voix. Et je reste comme ça, toute la soirée, toute la nuit, avec cette phrase qu'on me dit. C'est le néant pour moi, et puis c'est irréel, je suis sous le choc. Pour le couple, c'est le début d'un long cauchemar, d'un combat contre le système judiciaire. À la
la gendarmerie, Éric nie les faits et passe sa première nuit en cellule. Au petit matin, les gendarmes organisent une perquisition à son domicile. Je leur ouvre la porte et là je vois donc des gendarmes. Et là je m'aperçois que derrière eux, mais il y a mon mari. Et c'est là que je vois qu'il a les menottes dans les mains. Mais je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et là vous avez la nausée. Et cette nausée, ce mal de ventre ne va pas vous quitter pendant des mois et des mois. Voilà. Là, je rentre vraiment dans le cauchemar. C'est le maître. Il m'a gratté le kiki. C'était dans le coin cuisine, dans la classe. Là, ouais, ça bascule. Et là, je suis un peu en état de choc. Tout ce que je peux dire, c'est... J'ai rien fait. Et quand je dis ça, en face, on me regarde en me disant « Mais vous voulez dire que la petite a menti, c'est ça? La petite, c'est une menteuse ?» On est face à des gens, on sent très bien que quoi qu'on dise, notre parole, elle vaut plus rien. Malgré la pression des gendarmes, Éric Péclé explique qu'à aucun moment, il ne s'est retrouvé seul avec ses élèves. L'enseignante présente avec lui ce jour-là à l'école l'a d'ailleurs confirmé aux enquêteurs. Au bout de 48 heures de garde à vue, Éric est déféré devant le juge d'instruction à la cité judiciaire de Dijon. Je le sens plutôt posé, c'est quelqu'un de calme. Sur le coup, je me sens même plutôt en confiance. J'espère que c'est quelqu'un qui va vraiment mener l'instruction à charge et à décharge. Donc je lui dis ce que j'ai à dire. J'ai quand même l'espoir qu'il m'entende. Et puis je passe devant le juge d'application des peines qui dit qu'elle valide l'arrêt disant que je pars en détention. Dans ma tête, je me disais, c'est le fait d'une personne qui, bon, peut-être s'est monté l'idée trop vite, mais là, c'est plus une personne, c'est un système. Ce système-là a décidé que ma place était en prison. La détention provisoire permet de placer en prison une personne soupçonnée d'avoir commis un crime ou un délit. Selon la loi, le recours à la détention provisoire doit être une mesure exceptionnelle, car au nom de la présomption d'innocence, la personne qui n'a pas été jugée doit rester libre. Mais dans les faits, nombreux sont les magistrats qui y ont recours. Chaque année, des citoyens sont donc envoyés en prison le temps de l'instruction. C'est ce qu'a vécu le docteur Gouni. Nous sommes aux urgences du CHU de Grenoble. C'est ici que ce médecin psychiatre travaille depuis quelques semaines. En 2008, Malek Gouni a lui aussi été accusé à tort et incarcéré. À l'époque, il exerçait à Marseille. Il y a 10 ans, j'ai subi une injustice. J'ai été emprisonné pendant 1 mois et 19 jours. Le motif était faux certificats médicaux et agrément d'argent. J'ai obtenu un non-lieu après une procédure qui a duré 6 ans. Et à partir de là, donc, toute ma vie a été complètement chamboulée. Malgré le non-lieu, Malek Gouni ne s'est jamais remis de son emprisonnement. Il a fermé son cabinet, préférant travailler en milieu hospitalier pour des contrats de courte durée. Chaque fois que j'arrive dans un nouveau service, on ne me connaît pas, donc je suis totalement anonyme. Et donc ça me donne cette liberté d'être une personne nouvelle, pas entachée par cette affaire, et ça me permet de travailler tranquillement. Dans cet hôpital, en effet, personne ne
d'avoir monnayé de faux certificats médicaux pour des étrangers sans papier qu'il recevait en consultation. Ils venaient me voir pour que je leur prescrive des médicaments ou que je les prenne en psychothérapie. À partir de la fin 2006, je me rendais compte qu'il y avait de plus en plus de gens. Dans son cabinet de Marseille, les patients affluent, mais surtout, le psychiatre découvre que la majorité d'entre eux est envoyée par une association d'aide au séjour. Ce ne sont plus des ordonnances ou une écoute qu'ils viennent chercher, mais un certificat médical leur permettant d'obtenir une régularisation temporaire en tant qu'étrangers malades. Courant 2007, Malek Gouni décide de réagir. J'ai contacté l'expert à qui j'envoyais ces patients pour lui dire il y a quelque chose qui n'est pas clair. Mon confrère m'a dit il faudrait qu'on écrive une lettre à monsieur l'inspecteur de la DAS à l'époque. À partir de ce moment-là, on a rencontré les médecins inspecteurs de la DAS avec lesquels on échangeait régulièrement sur les pathologies des patients. Donc on disait un tel, bon, on pense réellement qu'il nécessite un soin, et telle personne, on ne pense pas. Voilà, donc on avait des échanges qui étaient clairs, nets et précis et réguliers, au cas par cas. Malgré ces précautions, Malek Gouni va se retrouver au cœur d'un trafic de titres de séjour qui va secouer la cité phocéenne. Au total, plus de 200 titres auraient été délivrés de manière frauduleuse et les certificats médicaux facturés aux alentours de 1 500 € chacun. Une trentaine de personnes, dont des médecins, des experts, mais aussi des membres d'associations humanitaires, est interpellée. Malek Gouni est l'un d'entre eux. Le 29 janvier 2008, je reçois à 6h du matin les gendarmes qui débarquent chez moi, qui me disent Monsieur Gouni, on va vous mettre en garde à vue. Je suis soupçonné d'aide au séjour. Et j'avais mon fils qui avait 3 mois, donc ma femme qui à l'époque la mère de mon fils qui était complètement angoissée, qui s'est mise à pleurer. Il est 6h du matin, c'était vraiment un cauchemar. Comme Éric Péclé, Malek Gouni clame son innocence. Après 48 heures de garde à vue, il est transféré au palais de justice de Marseille, où il tente, devant les magistrats, de se défendre. Je dis que c'est complètement faux, qu'il n'avait qu'à vérifier auprès de la sécurité sociale, puisque c'était la sécurité sociale qui me payait les actes. Je sens que le juge d'instruction n'entend rien. Donc il ne m'écoutait pas. Le juge des libertés qui était à côté ne disait rien, comme si ces gens-là n'avaient jamais étudié le dossier. À l'issue de son audition, Malek Gouni est placé en détention provisoire à la prison des Baumettes à Marseille. Je me rappelle bien de cette image où je vois les surveillants, comme on les appelle, qui nous regardent et qui nous disent « Vous êtes des passeurs. Voilà les passeurs qui arrivent. » Je me retrouve dans un monde que je ne connais pas. J'ai traversé la glace, quoi. C'est une descente aux enfers. Pour moi. Cette descente aux enfers, quand on n'a rien fait et qu'on se retrouve derrière les barreaux, tous les accusés à tort l'ont vécu. Et quelle que soit la durée de l'incarcération ou son motif. C'est le cas de Christian Guéraud, qui pourtant n'a passé que 15 jours en prison. Il y a 13 ans, un ahurissant concours de circonstances lui a valu d'être pris dans un emballement judiciaire qui laisse pantois. Les faits se sont déroulés près de Concarneau, en Bretagne. J'ai été accusé en 2005 de participation à un vol à main armée. Au bout de 48 heures de garde à vue, j'ai été emprisonné donc, pendant 15 jours. Il a fallu attendre 5 ans pour avoir la relaxe. Ça a été quand même assez pénible étant donné que je n'avais rien à voir avec cette affaire. À l'époque, cet artisan breton est âgé de 46 ans et père de 3 adolescentes. Il réalise des travaux pour différents clients.
J'avais du gravat, donc j'avais l'autorisation de la ville de Concarneau pour déposer ces gravats dans une décharge un peu comme celle-ci. Ou comme c'était une décharge, et ensuite j'ai même balancé plusieurs de ces fax qui ne servaient à rien. Malheureusement pour lui, au même moment, un cambriolage est commis au-dessus du restaurant La Coquille, sur le port de Concarneau. 2 coffres-forts contenant plus de 90 000 € de bijoux et d'argent liquide sont embarqués. Le lendemain, les enquêteurs les retrouvent vides dans la décharge. Près d'eux, ils récupèrent aussi les fax abandonnés par Christian Guéraud. Ce dernier est interpellé par la police. Au bout d'1 heure ou 2, j'étais déjà avec les menottes dans le dos. On m'a posé des questions, on m'a dit est-ce que vous êtes allé déjà dans une décharge à Concarneau? Moi, je voyais pas du tout. Pour le moment, ça m'est revenu, j'ai dit oui, en effet. Ben voilà, donc on a retrouvé un ou plusieurs coffres dans cette décharge. Donc on vous soupçonne d'avoir participé au vol à main armée. Donc est-ce que vous pouvez nous dire ce jour-là où vous étiez? Ben, j'étais chez moi, mais chez moi, évidemment, ma compagne et mes enfants ne sont pas des témoins. Moi, je savais que j'avais rien à voir. Donc je me suis dit, au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Ils étaient quand même assez agressifs, tenez-vous mieux que ça, et répondez aux questions. De toute façon, et le commissaire vient au bout d'un moment, il m'a dit, de toute façon, il est temps d'avouer, sinon c'est la prison. Mais j'ai dit, je rêve ou quoi? Comme je disais, ceux qui sont en prison avec vous, ils savent qu'ils ont fait une connerie, ils savent qu'ils ont pris 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Mais moi, j'ai rien fait. Et en plus, je sais même pas combien de temps je vais rester. C'est ça qui est grave. J'arrêtais pas de ressasser ça, quoi. C'est ça c'est que les autres détenus me disaient, il n'était pas le seul dans ce cas-là, mais il dit, même si c'est une erreur, tu peux penser que tu vas rester là au moins 6 mois, quoi. Nous rencontrons Vincent Homez, l'avocat de Christian Guéraud, dans son cabinet de Quimper. Pour lui, ce placement en détention provisoire était totalement injustifié. Pour placer quelqu'un en détention, vous avez des règles fixées par le Code de procédure pénale qui sont très strictes. Déjà, la détention doit rester une exception et elle doit être l'unique moyen de parvenir à un certain nombre d'objectifs, notamment d'éviter par exemple la fuite, d'éviter une concertation entre les complices ou de garantir ce qu'on appelle la représentation de la personne en justice. Ici, ce monsieur n'avait aucun antécédent judiciaire, une activité ayant pignon sur rue localement, une famille, enfin aucune raison objective de tenter de prendre la fuite, à supposer même qu'un jour il ait participé à quoi que ce soit. Pour son client, cette incarcération n'a été ni plus ni moins l'occasion pour les policiers de boucler leur enquête. Je pense qu'il leur fallait quelqu'un, et ils sont partis à fond là-dessus. Voilà, on a un client, allez, prenez-le. À Toulouse, Alain Bazone a été lui aussi inculpé et placé en détention provisoire par une justice trop pressée. C'était il y a 15 ans. La police n'avait aucun indice. Donc quand ils sont tombés sur un mec comme moi, qui avait de l'argent, qui se trouvait à tel endroit avec telle personne, ça suffisait. C'était bon pour dire ça y est, on a trouvé le financier. Tout le monde était content. Accusé à tort de trafic de stupéfiants en bande organisée, il a fait 6 mois de prison pour rien avant d'être relaxé. Au moment des faits, Alain Bazone est âgé de 54 ans. C'est le plus gros imprimeur de la ville.
Mais c'est aussi un homme qui aime profiter de la vie. Voiture de sport, virée au casino, il ne se refuse rien. Et quand un ami lui propose de partir quelques jours à Marbella, dans le sud de l'Espagne, il accepte sans hésiter. Quelques mois plus tard, 860 kilos de cannabis sont saisis à Toulouse. Une filière de trafiquants est démantelée. Parmi eux, un homme qu'Alain Bazone a croisé à Marbella est arrêté. Pour les enquêteurs, l'implication du chef d'entreprise ne fait aucun doute. Le 15 octobre 2002, à 7h du matin, des policiers sonnent à sa porte. Ils ont commencé à me demander si j'avais des armes. J'ai dit non, j'ai jamais eu d'armes. Ensuite, ils ont retourné tous les placards, partout, ils ont cherché partout. J'étais convaincu qu'il y avait une erreur. Tout ça, je vous le dis parce que ça prend un caractère de violence verbale au départ et gestuelle ensuite qui vous surprend. Quand vous avez rien fait, vous êtes présumé innocent, donc j'attendais un peu de sollicitude. Non, là c'était ceinturé, non, tu bouges pas. Oui. Après cette perquisition musclée, Alain Bazone est conduit, toute sirène hurlante, au commissariat. Ils sont partis comme s'il y avait la vie d'un homme qui en dépendait. Sirène à tout berzingue, une vitesse, à chaque fois que je voyais quelqu'un, je me disais, on va se tuer. Mais des fous furieux, des barjots, menottes au poing, dans le dos. J'ai eu plus peur de sa conduite de fou que de ce qui m'attendait. À son arrivée, la garde à vue commence. Une garde à vue qui va durer 96 heures, car comme la loi l'y autorise, le juge d'instruction la prolonge, puisqu'il s'agit d'une infraction en bande organisée, relevant du domaine des stupéfiants. Alain Bazone n'avoue pas. Ce sont des questions, des interrogatoires, toutes les 2 heures à peu près. J'ai 2 heures pour récupérer, dormir, essayer de dormir, puis on vient me réveiller. Au bout de 6 ou 7 heures, j'ai dit, mais enfin, mais qu'est-ce que vous cherchez ? Dites-moi, je vais vous aider. J'ai rien à me reprocher. Donc je vous dis, oui, monsieur Bazone, on sait, vous avez rien à vous reprocher. Tous ceux qui viennent ici, en principe, ils ont rien à se reprocher. Ils finissent tous en prison. Pendant 96 heures, vous vous battez pour vous répondre, pour leur dire, mais enfin, je n'ai rien fait. Ça sert à rien. À l'issue de cette garde à vue, j'ai compris que j'étais bon pour être incarcéré. Tous les arguments que j'avais pu avancer n'avaient pas de poids par rapport à leurs convictions. Et là, j'ai dit, ça y est, je vais partir pour la première fois de ma vie, je vais rentrer dans une prison. Le 19 octobre 2002, il est incarcéré à la maison d'arrêt Saint-Michel, en plein cœur de la ville. Pour assurer sa défense, il engage l'un des ténors du barreau de Toulouse, Georges Catala. Pour lui, cette affaire est un véritable fiasco judiciaire. Il arrive que les juges d'instruction perdent la vigilance. Ils ne sont plus soucieux des droits et de la présomption d'innocence. L'affaire de M. Bazone en est un exemple extraordinaire. La police, à tort, voulait la peau de M. Bazone. Le juge d'instruction a écouté la police et on n'a pas fait l'effort de se pencher sur le dossier. Ce que nous souhaiterions, c'est des magistrats qui restent à l'écoute. 19 sur 20 coupables, c'est vrai, mais un innocent, il faut que je le trouve. Et il faut, dans ce cadre-là, donner à l'innocent le statut qu'il mérite et pas celui du tôlard. Quand on est innocent, être emprisonné, c'est subir une double peine. Celle d'être accusé à tort et celle de devoir affronter le milieu carcéral. Car la prison a ses règles, ses traditions, sa propre culture. À Dijon, Éric Péclé, accusé de viol sur une fillette, a vécu un enfer pendant ses 126 jours de détention.
Les personnes qui sont soupçonnées d'avoir touché des enfants, on les appelle des pointus, des pointeurs, et eux, ils sont clairement menacés et en danger. Dès son arrivée à la maison d'arrêt, le responsable du bâtiment dans lequel il est incarcéré le met d'ailleurs en garde. Comme il veut que ça se passe bien, il me dit, écoutez, faudra pas expliquer pourquoi vous êtes là. Et moi je dis, je veux bien ne pas l'expliquer. C'est pas parce que je suis en détention et que ma vie en dépend que je vais commencer à raconter des bobards à droite à gauche. Donc dès que j'ai appris par mon codétenu que le bruit se répandait et qu'il me disait, maintenant faut plus que tu ailles en promenade parce que les autres détenus veulent te faire la peau, je sortirai plus dehors, ça c'est fini. Les seuls contacts que j'aurai avec l'extérieur, c'est coller à mon barreau pour regarder dehors. Éric vit donc enfermé dans une cellule de 8 mètres carrés avec un codétenu. Car à Dijon comme ailleurs, la surpopulation carcérale dépasse les 120%. En janvier 2018, les prisons françaises ont d'ailleurs battu un triste record, avec près de 69 000 prisonniers pour un peu plus de 59 000 places disponibles. Cette surpopulation carcérale s'explique en partie par la lenteur des procédures judiciaires et le recours quasi systématique à la détention provisoire. Pour Éric, cette promiscuité est insupportable, mais le pire concerne sa famille. Je reçois en prison en fait un courrier recommandé de l'Éducation nationale qui me dit, comme vous ne pouvez pas être à votre poste, à partir du 1er février, vous n'êtes plus payé. Et là, j'ai vraiment senti que je touchais le fond. J'ai ma femme et mes enfants qui n'ont plus de ressources. Et là, je panique, je peux rien faire. Je suis en prison, je peux pas passer un coup de fil, je peux rien faire. Je suis juste à observer le naufrage complet. Et là, c'est dur. Zakia et ses enfants sont obligés de quitter l'appartement familial. Ils sont hébergés par un proche. Éric perd le sommeil, il est suivi par l'unité psychologique de la maison d'arrêt. Au bout de 6 semaines d'incarcération, les demandes de parloir sont acceptées. Éric va enfin revoir sa femme et ses enfants. La première fois que j'ai vu mon mari au parloir, c'est épouvantable parce que vous rentrez dans une structure que vous ne connaissez pas, avec des familles accablées. Enfin, c'est juste horrible de se retrouver dans des endroits comme ça, où vous êtes regardé de partout, tout est vitré. On est dans un milieu carcéral maintenant. Notre vie, c'est 3 fois par semaine où vous allez visiter votre mari, votre fils, votre père, et puis vous savez pas pour combien de temps. Et puis voilà, chaque jour, en fait, vous ne vivez que par cette demi-heure. Vous allez pouvoir le voir, vous pouvez lui redonner des habits propres. Et c'est la première chose qui arrive de l'extérieur. C'est donc, il va y avoir un pyjama, il va y avoir des changes, des sous-vêtements. Et puis, l'odeur de la maison, il va y avoir tout ça. Donc, ce moment où le sac arrive, c'est énorme parce que c'est l'extérieur qui arrive. Et je sais pas, il n'y a pas de mots, il n'y a rien, mais je sens tout l'amour de l'extérieur qui arrive avec ce sac. Donc ça va être maintenant chaque petite victoire, chaque petite chose qui arrive, qu'il va falloir prendre très positivement. Pour Éric, comme pour tous ces innocents envoyés en prison, difficile de tenir sans se raccrocher au moindre détail. Au sentiment d'injustice, à la surpopulation s'ajoute la solitude, la violence et le bruit. Le bruit constant des détenus qui crient, des portes en fer qui claquent ou des surveillants qui tapent sur les barreaux des cellules pour rétablir le calme. Autant d'agressions quotidiennes qu'on appelle choc carcéral. Devant l'enceinte de l'ancienne maison d'arrêt Saint-Michel à Toulouse, aujourd'hui fermée,
Alain Bazone, qui a passé 6 mois derrière les barreaux, n'a rien oublié. Vous voyez les 2 tours du Castellet, il y a le sas. Puis d'après, derrière, vous avez un passage pour aller au centre. Alors le centre, c'est un hall parfaitement entretenu. Et tout de suite après, vous avez les portes qui vont vers ces bâtiments. Et chaque bâtiment, ce sont des cellules sur 2 étages. Et vous devenez un numéro. Voilà. En détention, les prévenus ne sont pas appelés par leur nom, mais par leur numéro d'écrou. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la brutalité des détenus entre eux. Les hommes, quand ils sont à l'intérieur, ils perdent une partie de leur humanité. Ils deviennent un peu sauvages parce qu'ils ont besoin de se défendre. Ça se raconte 10 ans après. Pendant les premières années, vous restez encore sous le choc et vous n'avez pas la possibilité d'occulter toutes ces horreurs que vous avez vues, parce que j'ai vu des choses qui dépassent l'entendement. 6 mois, ça fait 180 jours. C'est très dur, on croit toujours qu'on va venir vous sortir de là. J'écrivais des lettres et j'écrivais au juge, j'écrivais à mon avocat, je passais mon temps à écrire dans l'espoir que quelqu'un réagisse et qu'on me fasse sortir de cet enfer. Parce que là derrière, regardez bien cette porte, là derrière, c'est l'enfer pour un innocent. À l'enfer de la détention vont s'ajouter la douleur et la colère. 2 mois après son incarcération, Alain Bazone est convoqué au parloir. Ma femme vient vers moi, et plus elle arrive, et plus je me rends compte qu'elle a les yeux rouges et qu'elle ne sait pas comment me le dire. Elle me dit, ton père, elle n'a pas eu le temps de terminer. Et là, ça s'est passé très vite. Je me suis écroulé. Puis d'un seul coup, j'ai réalisé, j'ai dit, mais c'est pas possible, mon père n'est pas mort, pas maintenant. Et là, j'ai ressenti le pire. Ça s'explique pas. Pour assister aux obsèques de son père, Alain Bazone adresse au juge d'instruction une demande d'autorisation de sortie exceptionnelle. 1 jour passe, 2 jours passent, et vous êtes enfermé. Et puis là, le 15 au matin, la porte de la cellule s'ouvre, et on me dit, Bazone, préparez-vous, on vient vous chercher dans une demi-heure. J'ai dit, c'est pas possible. Enfin il a réagi, ce juge. On a enterré mon père à 11h, et à 5h du matin, on vient me dire que je vais pouvoir y aller. Pourquoi ils jouent avec les sentiments des gens, surtout quand ils sont présumés innocents? Je suis parti, les menottes dans le dos, et j'ai assisté à la messe. Ils m'ont pas lâché, comme si j'étais un tueur. S'il y avait eu le juge, je l'aurais tué. Ce jour-là, je l'aurais tué. Avec n'importe quoi. La première chose que j'ai retenue de tout ça, c'est l'injustice. Et puis, j'ai découvert la connerie des gens. C'est ce côté obtus, ce manque d'intelligence de l'être humain. Le 27 janvier 2003, la maison d'arrêt Saint-Michel ferme ses portes. Alain Bazone est transféré dans un nouvel établissement pénitentiaire, en périphérie de Toulouse, à Seyss. C'est derrière ces murs ultra sécurisés qu'il poursuit sa détention. Malgré les mois qui passent, l'espoir d'être reconnu dans son innocence ne faiblit pas. Il multiplie les demandes de remise en liberté par l'intermédiaire de son avocat. À chaque instant de ma présence en prison, j'attendais qu'on reconnaisse mon innocence et qu'on vienne me chercher en me disant « Bon, monsieur Bazone, vous êtes libéré, préparez vos affaires, on s'en va. » Je pense que c'est grâce à ça que j'ai tenu.
Le 15 avril, je crois qu'on m'amène le repas. Et je vois le gardien de prison qui me dit « Allez, Bazone, t'as une demi-heure, hein, il faut tout enlever, ça y est, t'es libérable. » J'ai dit « Arrête de déconner, on joue pas avec ces choses-là. » Mais je ne plaisante pas. Et puis là, j'ai éclaté en pleurs. Et je me suis mis à pleurer. Mais c'est pas possible, je vais enfin revoir ma mère, je vais revoir ma femme. Et j'étais, je sais pas, une des plus grandes joies de ma vie, quoi. Alain Bazone est libéré mais reste mis en examen. Il est placé sous contrôle judiciaire en attendant d'être jugé. Il pense alors que le pire est derrière lui, mais très vite, il va s'apercevoir qu'un séjour en détention ne s'efface pas. J'ai jamais pu travailler comme avant. Je traînais des casseroles. Les plus gros clients, ceux qui faisaient du gros chiffre, eux, m'ont écarté immédiatement, parce qu'ils voulaient pas entacher l'image de leur société. L'imprimeur fait faillite, ses salariés sont licenciés. Le chef d'entreprise se retrouve ruiné, espérant que la justice reconnaisse enfin son erreur et le relaxe. J'ai été libéré le 15 avril 2003. Le procès a eu lieu en janvier 2006, 3 ans et demi après. C'est énorme. C'est énorme, ça veut dire que pendant 3 ans et demi, vous ne représentez rien. 3 ans et demi pour être jugé et enfin blanchi. Quand on est innocent, ces délais sont insupportables. À Grenoble, Malek Gouni, médecin psychiatre accusé à tort dans une affaire de faux certificats médicaux, a été libéré au bout de 49 jours de prison. Mais il lui a fallu des années pour que son innocence soit reconnue. Sa libération, il l'a obtenue un peu par hasard. Le détenu qui partage sa cellule lui apprend en effet que l'un des médecins inculpés dans la même affaire a été libéré. J'arrive à téléphoner à ma compagne et je lui dis « Écoute, mon confrère psychiatre est sorti, il faudrait que tu ailles voir mon avocat. » Donc elle va voir le lendemain cet avocat qui va voir le juge d'instruction pour lui dire « Mais comment M. Gouni est encore là alors que l'expert, l'autre, il est sorti il y a 10 jours ? Ce n'est pas normal. » Donc à ce moment-là, il se décide de me libérer. Si j'avais pas demandé à mon co-détenu de se renseigner, j'aurais pu ne rien savoir et puis on m'aurait oublié. À sa sortie de prison, la vie de Malek Gouni va basculer une deuxième fois. Dans la période d'incarcération, j'ai tenu le coup. Et une fois sorti, c'est là que les problèmes ont commencé. J'ai eu ce qu'on appelle un état de stress post-traumatique. La période d'incarcération, c'est une période exceptionnelle pour quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds dans un monde où il est privé de liberté, où il est totalement soumis aux autres. C'est un choc énorme. On perd une part de soi-même. On est totalement aliéné. Mais une fois qu'on est sorti, donc tout revient comme un boomerang. Placé sous contrôle judiciaire, le médecin conserve son droit d'exercer. Il se jette à corps perdu dans son travail. Ce qui était important pour moi, c'est de retrouver le plus rapidement possible mon cabinet. J'ai totalement délaissé ma famille. D'ailleurs, ça aboutit à une séparation au bout de 2 mois. Et donc, il me fallait que je sois là et de démontrer à mes patients que j'étais toujours présent, que j'étais pas mort. Et en plus, cette affaire a été médiatisée au maximum. Donc, ça a choqué les patients. Il n'y a que ceux qui m'étaient très proches, enfin, qui croyaient en moi, qui venaient. Mais les autres, il y a beaucoup de gens là. Je dirais les 3/4 de mes patients, je les ai pas vus. Petit à petit, Malek Gouni réussit à se reconstituer une clientèle. Mais l'envie n'est plus là. La prison l'a définitivement changé. On perd sa dignité et puis on est un paria, un menteur. Et donc, à un moment donné, j'ai préféré fermer mon cabinet. Il y avait un avant-incarcération et un après-incarcération. Il faut dire que la justice ne l'a pas ménagé. Le non-lieu a été prononcé le 31 août 2014, 6 ans après le début de l'affaire. Pendant toute cette période, le psychiatre est donc resté mis en examen, suspect aux yeux de tous, pouvant être jugé et condamné par un tribunal à n'importe quel moment. Cette incarcération abusive et le combat pour être innocenté ont laissé des traces indélébiles. Il y a 2 personnes en moi.
Il y a une personne qui a été détenue, il y a une qui n'a jamais été détenue. Cette dualité, c'est quelque chose de complètement schizophrénique et je lutte tout le temps comme ça entre ces deux personnes. Cette détention a été tellement traumatisante pour moi, une fracture telle que j'ai ce besoin comme ça de me retrouver tout seul quelque part. Je dirais qu'il y a une fuite parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la honte. Je suis gagné par la honte, je suis habité par la honte et je le serai toute ma vie. Être blanchi par la justice ne suffit pas à trouver l'apaisement, à retrouver sa vie d'avant. Surtout quand celle-ci a volé en éclats, à cause d'une détention provisoire abusive. À Dijon, Éric est sorti de prison. Il a été libéré après plus de 4 mois de détention, grâce à des expertises génétiques. Une tache de sperme retrouvée sur la culotte de l'enfant a révélé un ADN qui n'est pas celui de l'instituteur. On identifie ce sperme comme n'étant pas le mien et comme étant celui d'un proche de la victime. À partir de là, manifestement, c'était très délicat que j'apprenne le contenu de ces analyses en étant en détention. Éric est donc libéré le 23 mars 2017, la veille de l'annonce des résultats. Placé sous contrôle judiciaire, il reste mis en examen. Depuis, l'enquête n'a pas avancé. J'ai l'impression que la justice s'était fait une idée au tout départ de l'affaire et qu'elle ne veut pas changer son point de vue, même avec des évidences scientifiques. Aujourd'hui, je suis toujours mis en examen et donc là, on arrive à un moment d'incompréhension concernant l'action de la justice. On comprend pas. On nous assure que les investigations sont menées de manière totalement impartiale et en même temps, on a l'impression d'être dans un jeu où tout est mené de manière déloyale. C'est-à-dire, je sais que s'ils avaient trouvé la moindre petite cellule me concernant d'ADN, ça serait dans les journaux, on en parlerait, le parquet communiquerait là-dessus. Et là, on a une vraie tache de sperme, on sait à qui elle appartient, et il se passe rien. Donc c'est vrai que c'est décourageant, c'est frustrant. On a la sensation que la justice n'a pas envie de faire la manifestation de la vérité. Et pourtant, c'est exactement ce que moi je demande depuis le début. La justice semble en effet incapable de suivre une autre piste que celle d'une agression à l'école. Au parquet de Dijon, le procureur affirme le contraire. Nous l'avons contacté, mais il a refusé de répondre à nos questions. Éric Péclé, par le biais de son avocat, Maître Liorent, a de son côté demandé à passer sous le statut de témoin assisté. Cette requête ayant été rejetée par le juge d'instruction, il a déposé un recours devant la cour d'appel de Dijon. L'audience a été fixée au 12 octobre 2017. Pour Éric, c'est une étape décisive dans son parcours judiciaire. Comment ça arrive? C'est bien d'être venu. Il en a besoin. Ce serait la première reconnaissance de la justice disant on reconnaît que ce n'est pas vers vous que doit se diriger l'investigation. Donc c'est énorme, pour moi c'est énorme. J'essaye de rester serein mais c'est difficile. Ce statut de témoin assisté veut dire que l'institution judiciaire ne reproche plus à la personne des faits de viol. Elle devient un témoin dans le dossier qui ne peut pas être renvoyé devant une juridiction de jugement et qui ne peut pas être mis sous contrôle judiciaire. Maître Liorent est un avocat pénaliste expérimenté. Il a d'ailleurs fait des erreurs judiciaires son cheval de bataille. Pourtant, malgré des années d'expérience, cette affaire est pour lui unique en son genre. C'est une affaire très très rare parce que, habituellement, dans le cas d'une personne accusée à tort, généralement on ne sait pas qui est le coupable, mais là, ce qui est extrêmement spécial, c'est que le coupable
qui pour l'instant n'est pas du tout mis en examen, et les présumés innocents, bien entendu, seraient dans le dossier. On y va. Merci à tout le monde. En attendant que cette piste soit suivie, Maître Llorent va plaider devant les magistrats de la cour d'appel pour que les charges retenues contre son client soient levées. Éric Péclé peut assister au débat, mais il ne sera pas interrogé. Depuis le début de cette affaire, un véritable comité de soutien s'est constitué autour de l'instituteur. Sa famille, ses amis, mais aussi de nombreux collègues de l'Éducation nationale sont venus le soutenir. Ce matin, on vient avec la boule au ventre et en fait, on s'aperçoit qu'il y a énormément de monde qui sont touchés par l'histoire et qui viennent ce matin témoigner de leur soutien à Éric, mon mari, à l'enseignant accusé à tort, et ça me fait très chaud au cœur. Pour la maman d'Éric, plus mobilisée que jamais, ce rendez-vous à la cour d'appel est déterminant, non seulement pour son fils, mais aussi pour la petite victime. Le fait que mon fils soit toujours mis en examen, malgré les preuves qu'il l'innocente formellement, c'est complètement incompréhensible pour nous, puis qu'on ose laisser une petite à la merci d'un violeur. C'est totalement inacceptable. En dehors de ce que mon fils subit, cette petite fille, elle est en danger, en grave danger. Vous êtes super. C'est difficile, hein. Retrouver cette ambiance de cour d'appel, de replonger dans cette affaire, de retourner dans... Donc pour l'instant, le résultat, il sera pas avant un mois. Moi, c'est difficile de percevoir à travers les différentes réquisitions ce que dit le président, quel est l'état d'esprit. Donc pour l'instant, je vais essayer de pas y penser, voilà. Au stade où en est le dossier, nos preuves sont tellement flagrantes, accablantes, on ne peut pas faire comme si elles n'existaient pas. C'est nier la souffrance d'un homme que d'ergoter en disant peut-être que vous êtes coupable, peut-être que vous ne l'êtes pas. C'est pas possible. L'institution judiciaire n'aime pas revenir en arrière. Ça, c'est une constance qui date de l'origine de la justice. Quelle honte! Et donc, il y a toujours une grande réticence à revenir en arrière. Et moi, j'ai confiance. J'ai peut-être tort. Nous sommes là, Éric. Merci. Merci à tous. Vous êtes restés là tout à l'heure. Merci à tous. C'est honteux. Oui, il va falloir passer à autre chose. Je suis vachement déçue en fait, c'est dur. Je ne m'attendais pas à ça. Parce qu'en fait, je pensais que les choses allaient s'assouplir. Et il leur faut encore du temps. C'est dur. C'est pas facile. Attendre, toujours et encore. Le combat d'Éric Péclé est loin d'être terminé. Tôt ou tard, pourtant, la vérité finira par éclater. Mais au bout de combien de temps et à quel prix ? En Bretagne, Christian Guéraud a attendu 5 ans avant que la justice ne reconnaisse son erreur. 5 ans pendant lesquels il a dû pointer une fois par semaine au commissariat, sans pouvoir quitter la région, car il est soumis à un contrôle judiciaire extrêmement sévère. J'étais en colère contre la justice, qui quand même m'ont mis en prison sans raison. Et au bout d'un moment, ils auraient dû s'apercevoir qu'ils avaient fait une erreur. Mais personne ne s'est excusé, quoi. Ils ont peut-être eu même de l'avancement. En 2010, le tribunal correctionnel de Quimper le relaxe enfin. Il est reconnu non coupable des faits qui lui sont reprochés, la fin d'un cauchemar judiciaire. Comme la loi l'y autorise, Christian Guéraud dépose alors une requête en indemnisation devant la cour d'appel de Rennes. Car depuis le 15 juillet 2000, la loi Guigou relative à la présomption d'innocence
autorise les victimes d'erreurs judiciaires ou de détention abusive à demander réparation. Chaque année, elles sont plus de 500 à déposer une requête auprès de l'État. Alors, je crois que la justice a toujours du mal, et on le constate régulièrement, à reconnaître une erreur. Elle a ensuite du mal aussi à reconnaître la valeur de cette erreur en termes d'indemnisation. Il a fallu attendre des affaires emblématiques, notamment les affaires d'Outreau, pour que le caractère indemnitaire soit réellement pris en compte. Monsieur Guéraud, il a vraiment touché, j'allais dire, le prix de l'honneur et encore à peine. Donc, ce qu'il voulait, c'est que soit sanctionnée l'erreur judiciaire. Et elle l'a été à une hauteur dérisoire. J'ai eu donc 2384 € au titre du préjudice matériel, 2500 € au titre de préjudice moral. Et en fait, rien que l'avocat m'a coûté plus de 9000 €. Donc, plus les déplacements, j'ai dû faire 2 ou 3 000 kilomètres pour aller signer X fois pendant 5 ans pour le contrôle judiciaire. J'aurais peut-être été aussi content si le juge d'instruction m'avait convoqué et qu'il aurait admis s'être trompé. Mais bon, j'ai pas voulu faire appel parce que ça allait engager encore des frais d'avocat et sans être sûr du tout d'aboutir. Il n'existe pas de barème pour indemniser le nombre de jours passés en prison pour rien. La seule définition retenue est le choc carcéral. En moyenne, le montant proposé est de 75 € par jour de prison. Mais peut-on réparer financièrement une vie brisée par une détention abusive? Pour Alain Bazone, c'est impossible. On vous met dans un journal quand vous êtes condamné, mais on ne vous met jamais dans le même journal quand vous êtes innocenté. Donc, si vous voulez, il faut que vous vous démerdiez tout seul. Donc, c'est très 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 difficile de pouvoir faire savoir que vous êtes innocent. Et pourtant, c'est le plus important. Tous les gens qui ont pensé qu'il n'y avait pas de fumée sans feu, tous ces gens-là, pour moi, ils me verront toujours comme Bazone, le mafieux qui a tenté de gagner de l'argent avec le stupéfiant. En 4 ans de procédure, Alain Bazone n'a jamais cessé de clamer son innocence. Le 15 avril 2006, lors du procès qui s'est tenu à Toulouse, la justice lui a enfin donné raison. Le premier jour, chaque prévenu s'avance et se présente. Je passe, et là je dis voilà, je suis accusé de trafic de stupéfiants en bande organisée, mais j'ai rien à voir là-dedans. Aujourd'hui je suis là parce que je veux qu'on me rende mon honneur, l'honneur de mon père. Et là, il y a eu un silence. Plus personne parlait. Et d'un seul coup, une petite femme se lève. C'est le procureur de la République. Et elle dit, Madame la Présidente, Monsieur Bazone n'a rien à faire dans ce tribunal. C'était pas une tendre. Seulement, c'était une femme d'une dignité et d'une honnêteté parfaite. Et bien entendu, elle a étudié le dossier avant de requérir. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas soutenir l'accusation, que dans ce dossier, il n'y avait strictement rien. Je ne l'interrogerai pas, donc on n'a pas de temps à perdre avec ça. Il y a 25 personnes encore derrière lui. J'ai classé l'affaire. Enfin, j'ai dit, ça y est. Là, ils m'ont fait des excuses. Donc, quand je suis sorti du procès à 5 heures de l'après-midi, avec donc ma relax, j'ai enfin respiré. Et je me suis dit, maintenant, il y a deux choses à faire. La première, c'est d'aller voir mon père au cimetière, et il va falloir te reconstruire.
par mois, c'est dans cette salle que magistrats et avocats débattent du prix à payer pour une vie brisée. Dans le cas d'Alain Bazone, l'indemnisation a été exceptionnelle. C'est Maître Esquirol, avocat d'affaires, qui a plaidé son dossier. Dans le cadre de cette demande d'indemnisation, tous les experts qui sont intervenus dans cette affaire ont estimé que la personnalité de M. Bazone était la clé de voûte de son succès commercial et financier. La Cour, pour la première fois, a reconnu un lien direct et certain entre l'incarcération de M. Bazone et la cessation d'activité de son entreprise. Ça signifie que, pour une fois, l'État français, puisque c'est comme l'État français aujourd'hui qui indemnise, a admis le principe qu'une personne pouvait, du fait de son incarcération, perdre en effet une entreprise, donc une activité commerciale. Alain Bazone a touché 429 000 € d'indemnisation. Mais malgré cette somme, la détention et la mort sociale qui s'en est suivie restent irréparables. Quelque part, on peut réparer par l'argent des préjudices tels que celui que j'ai subi. Mais la prison, vous l'avez dans la peau et elle vous reste jusqu'à votre mort. C'est quelque chose, quand on vous prive de la liberté, c'est comme un esclave, ça. Il portera toujours les chaînes et il meurt avec ses chaînes. Et quand vous lui enlevez, il a encore le traumatisme et quand il dort, il sent encore les fers. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas l'enlever. Pour Éric Péclé, le chemin à parcourir avant d'être innocenté et donc peut-être indemnisé est encore long. Nous sommes le 15 novembre 2017. La Cour d'appel de Dijon doit rendre son verdict sur le statut de témoin assisté. Maître Liorent fait le déplacement de Paris pour soutenir son client. Ce rendez-vous à la Cour d'appel est important parce que M. Péclé espère depuis 1 an que cette affaire s'arrête. Et il a raison. S'il passe sous le statut de témoin assisté, c'est un premier pas important pour obtenir un non-lieu. Par contre, le fait qu'il n'ait plus le droit, par l'intermédiaire de son avocat ou lui-même, de demander des actes, c'est vrai que ça le met un peu sur la touche pour démontrer que c'est pas lui le coupable, en somme. Parce que le risque de tout ça, c'est que si l'institution judiciaire, elle aussi, est un peu inerte, le dossier ne va plus bouger. Éric et sa femme Zakia ont retrouvé Maître Liorent à sa descente du train. Là, c'est en train de monter doucement parce que c'est un lieu que je rêve pas de retrouver. Hein. C'est lié à beaucoup de souvenirs assez difficiles. Par contre, c'est vrai que le résultat qu'on attend aujourd'hui est important. Depuis 1 an que je suis mis en examen, ça pourrait être enfin la fin de ce statut qui est abominable. Donc rien que ça fait que j'essayais de pas nourrir trop d'espoir, mais c'est vrai que l'espoir arrive quand même et que j'espère de plus en plus. Le délibéré de la Cour d'appel est rendu en quelques minutes à peine. C'est tout bon. Bon, ça y est. Je pense que la chambre de l'instruction vient de rendre sa décision. Il n'y a aucune charge grave et concordante contre M. Péclé. Il peut reprendre ses activités professionnelles. Il est admis au statut de témoin assisté. Et pour moi, c'est une première étape. Maintenant, il va falloir passer à la démonstration de sa totale innocence. Je ne veux pas que M. Péclé, dans 5 ans, soit encore témoin assisté. Parce que si on ne bouge pas, c'est ce qui risque de se produire. Donc maintenant, c'est une nouvelle bataille. Oui, qui est cette fois-ci celle du non-lieu, voilà, pour avoir définitivement tourné la page de cette histoire. Tout à fait d'accord. Passer sous le statut de témoin assisté permet à l'instituteur de récupérer un certain nombre de droits, à commencer par celui de travailler de nouveau avec des enfants et de toucher l'intégralité de son salaire. Mais pour autant, impensable pour Éric de reprendre le chemin de l'école,
tant qu'il ne sera pas définitivement blanchi. Je ne me vois pas, concrètement, en remettre les pieds dans une place. Ça va être de l'angoisse permanente et de la parano. De savoir que maintenant, du jour au lendemain, on peut venir me prendre et me mettre en prison, c'est juste pas possible. Je ne peux pas reprendre dans ces conditions. Avec la levée de son contrôle judiciaire, Éric est désormais libre d'aller où bon lui semble. Il nous propose de nous conduire à Genlis. Ce qui était important, c'est que je vous montre là où tout a commencé. C'est-à-dire là où, en ayant simplement passé une journée très banale d'école, d'un seul coup, la spirale infernale se met en place. J'avais conscience que des erreurs, du point de vue judiciaire, étaient possibles. Je pense que si j'avais lu un enseignant de Côte d'Or mis en examen pour le viol d'une fillette de 4 ans, je ne me serais pas dit c'est bizarre, je ne pense pas que ce soit vrai. Je pense que j'aurais fait partie de la meute. Maintenant, je suis beaucoup moins rapide à me dire si la justice dit que c'est lui, forcément c'est qu'il l'a fait. C'est la première fois depuis l'accusation de viol qu'Éric revient près de l'école maternelle. Alors c'est peut-être parce qu'on est à Genlis, mais le stress monte, le fait de s'approcher de cette école, de s'approcher des enfants. Difficile en effet, quand on a été accusé d'agression sexuelle sur une élève de 4 ans, d'imaginer travailler au contact d'enfants sans craindre qu'un geste soit mal interprété. Éric espère que l'éducation nationale sera en mesure de lui proposer un poste moins exposé. En attendant, sa priorité reste que toute la vérité soit faite sur cette terrible affaire. J'ai pas envie qu'on ressorte de cette histoire avec quelque chose qui fasse dire il s'en sort à bon compte, on n'a pas assez d'éléments, mais bon, on sait jamais. Ça sera important qu'on reconnaisse le tort qu'on nous a fait. Actuellement, on a juste détruit nos vies. J'aimerais entendre dire monsieur, on est désolé, ce que vous avez vécu, vous auriez pas dû le vivre. Ça ferait vraiment du bien de l'entendre très concrètement, mais je pense pas